Bonjour à tous, nous sommes le 13 janvier 2026. Bienvenue donc à votre émission consacrée aux politiques publiques dans notre pays. Ici, la République, lorsqu'il est 10 heures sur notre antenne, l'antenne républicaine Cam10 Télévision. Et ce matin, on s'intéresse encore à une question de grande importance dans notre pays, le secteur de transport, avec surtout qui a été modernisé ces dernières années. D'autres innovations sont attendues pour ce qui est de 2026. Et pour en parler sur ce plateau, ils ont répondu massivement présents à cette invitation. De nouveaux qui font leur entrée, également des anciens qui sont là. D'abord, nous aurons Médard Ambroise Manga. Il est le directeur de la publication du journal Leader Press qui a à pignon sur rue. Il fait partie également des grands communicateurs pour ce qui est du département d'Union Esso Ango Mediap. Alors, nous aurons également sur ce plateau Fabrice Assoum. Il est le directeur de la publication du journal Panel Hebdo, secrétaire général de Sudcom. Entendez l'association des journalistes et communicateurs de la région du Sud Cameroun. Franklin Sambou est enseignant, davantage analyste politique. Il est habitué de ce plateau. Il nous rend visite une fois encore ce matin. Freddy Onana pour son deuxième rendez-vous, sa deuxième arrivée ici, entrée si vous voulez, sur ce plateau dans cette émission. Il est le directeur de la publication du journal Le Décret. Il est surtout communicateur de l'action publique qui maîtrise justement les politiques publiques dans notre pays. Durant 1h52, nous ferons sans doute le tour de la question. Madame, Monsieur, voici votre émission. Voilà, ils sont donc déjà tous sur ce plateau. Nous allons accueillir Ambroise Médard Manga pour sa toute première entrée. Ambroise, bonjour et bienvenue. Habitué de Cam10, bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. C'est qu'il y a eu un temps de... Une interruption. Mais dans le cadre de l'émission ici, La République, c'est votre première entrée. Oui, c'est la première entrée. Et comme je suis républicain, patriote en même temps, dont j'ai jugé opportun de venir sur le plateau pour étayer la lanterne des Camerounais sur les sujets qui concernent la République. Voilà, on dit que vous êtes très célèbre dans le département d'Union Esso et cette célébrité arrive au moment où on prépare les législatives et municipales et ces législatives et municipales arrivent au moment où le président compte donner le pouvoir aux jeunes. Quelle est votre action pour le moment? Est-ce que vous êtes tenté de guetter l'Assemblée nationale, de guetter la mairie ou alors toute autre chose? Non, je ne m'intéresse pas au poste politique puisque je suis patriarche de la tradition Betty. Oui. Donc tout ce qui concerne poste politique, ça ne m'intéresse pas, mais je peux coacher certaines personnes qui peuvent apporter un impact positif dans l'amélioration du cadre de vie et des conditions de vie des populations. Maintenant, dans l'Union Esso, nous avons véritablement des jeunes qui sont à l'assaut des mairies, et notamment la mairie d'Ngomenzap. Nous avons déjà un jeune qui est bien parti pour briguer un mandat à la tête de l'exécutif communal. Son nom, c'est Mangola Meli, que vous allez certainement découvrir dans les prochains jours sur les plateaux de Cam10, puisque nous allons beaucoup communiquer, expliquer aux populations de Ngomenza pourquoi nous avons décidé de le placer à la tête de l'exécutif communal de Ngomenza. Donc, l'Union Esso, il y a également d'autres mairies, d'autres jeunes qui sont à l'assaut d'autres mairies. Nous avons les mairies de Mangamou, le maire actuel, il est encore à la tranche de considérables jeunes, à la tranche qu'on peut parler de jeunesse parce que il n'est pas plus de 52 ans. Donc, il répond encore dans le critère jeunesse selon le contexte camerounais. Donc, nous sommes là pour faire que la jeunesse... Mais il faut déjà dire que quand on dit jeunesse, il y a déjà des jeunes dans les postes de responsabilité. Lorsqu'un jeune est directeur de l'administration centrale, c'est le plus haut niveau le sommet de l'administration au Cameroun. Et vous avez des jeunes de 28 ans qui sont sous-préfets. Donc, parlez-moi encore, c'est maintenant, il faut
qu'à des postes ministériels, parce qu'il faut dire Ou des postes politiques. Des postes politiques, il faudrait qu'on ne voit plus... Bon, Paul Biya l'a dit dans son discours du 31, qu'on ne va pas jeter, on ne va pas mettre totalement à l'écart la sagesse qui sont... la jeunesse et l'expérience vont composer. Voilà, et on va composer ensemble pour que les réflexions soient très solides, pour que nous puissions atteindre ce que les gens ont appelé l'émergence qui a été accrochée à l'horizon 2035. D'accord, merci d'être passé donc sur ce plateau. Les Camerounais aiment bel et bien votre look ce matin. Je rappelle que vous êtes également présentateur des grands événements, donc d'où le look que vous abordez ce matin. Ambroise Médard Manga, directeur de la publication du journal Leader Presse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Freddy Onana, bonjour et bienvenue. Bonjour Hippolyte Nama. Merci une fois de plus d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne. Je vais dire bonjour à mes co-panélistes, Ambroise que je retrouve sur ce plateau, Fabrice et mon cher aîné, à ma gauche que je découvre ce matin. Bonjour aux millions de téléspectateurs de Camnis Télévision. C'est un honneur particulier pour moi de prendre part à cet échange à la télévision républicaine ce matin une fois de plus, et je crois que le débat sera très très constructif ce matin. D'accord, on annonce justement, on annonce des innovations également dans le secteur de l'électricité dans notre pays, l'énergie dans notre pays, au regard des barrages qui ont été multipliés par le président de la République sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que on peut justement déchaîner cet espoir au regard des coupures intempestives d'électricité qu'on observe dans des ménages ces derniers temps? Je voudrais dire que votre question ouvre plutôt le champ à un débat qui nous prendrait peut-être 2-3 heures de temps. Mais en quelques mots, oui, je voudrais vous qui faites les que, couloirs justement du ministère de l'eau et de l'énergie, vous maîtrisez les politiques publiques de ce côté. En quelques mots, je voudrais préciser qu'une nouvelle ère s'ouvre justement dans le secteur de l'électricité dans notre pays. Avec la nationalisation des NEO, c'est un véritable pas décisif que l'État, le gouvernement, vient de marquer vers... La mise à disposition, n'est-ce pas, la fourniture d'électricité de qualité destinée aux populations. Je voudrais rappeler ici que cette renationalisation n'a pas été tout à fait un long fleuve tranquille, parce qu'il y avait plusieurs préalables à mettre sur pied, et les bailleurs de fonds internationaux également ont posé certains préalables, certaines conditions qui jusqu'ici ont été remplies par le gouvernement de la République. Donc c'est à saluer, c'est une mesure à saluer, et je voudrais dire que dans les prochains jours, l'environnement sur le secteur de l'électricité qu'on aura dans notre pays sera davantage satisfaisant. Vous pouvez vous rendre compte que de plus en plus, les problèmes de délestage trouvent forcément une résolution. Pourquoi? Parce que on a quand même mis sur pied des barrages de retenue d'eau qui permettent maintenant ici d'amortir les charges lors des périodes comme celle que nous avons en ce moment, c'est la saison sèche. Parce que nous nous rendons compte que l'année dernière, on a eu un véritable souci au niveau des réserves de la retenue d'eau. C'est parce que les pluies n'ont pas été fortes et abondantes. Et lorsqu'on n'est pas dans une saison pluvieuse poreuse, vous ne pouvez pas faire d'importants stocks. C'est le souci qu'on a eu. Malgré cela, quand même, le ministère de l'énergie par l'entremise du ministre Gaston de Somba, et ça étant bien que mal avec le matériel qui a à sa disposition, de rassurer les populations en évitant justement qu'on replonge encore dans ce qu'on a vécu il y a 10-15 ans aujourd'hui, c'est-à-dire les délestages où on vous coupait l'électricité le week-end ou alors des jours dans la semaine ou alors quand on attend un grand événement. Donc c'est à saluer, encourager, et je voudrais rassurer les Camerounais que les jours à venir seront davantage meilleurs. D'accord, vous parlez comme un journaliste certainement qui a des faits au regard des descentes que vous avez eu à effectuer sur le terrain avec le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Ilundu et Somba, et ces différents démembrements, les sociétés générale que nous avons, la société nationale de transport d'électricité, nous avons l'Energy Development Corporation, vous avez l'AER, l'agence de l'ARCEL, non, l'ARCEL c'est pour l'électricité justement, oui, l'agence de régulation du secteur de l'électricité, et l'AER, l'agence d'électrification rurale. L'AER, voilà, donc vous avez, c'est ça, vous avez effectué plusieurs descentes sur le terrain. Fabrice Assoum, bonjour et bienvenue. Bonjour Hippolyte Nama, bonjour aux millions de vos téléspectateurs.
mais également tous ceux qui nous suivent dans vos différentes plateformes numériques. Je l'ai toujours dit, je suis toujours très content et très fier d'être invité à la table de discussion républicaine. Ici, La République, une émission qui, Freddy le disait encore hier, qui monte en audience de plus en plus. On dit généralement que la région du Sud est comme cette personne, je veux dire, qui fabrique l'huile de palme, qui produit, je veux dire, l'huile de palme, mais qui ne peut pas frire du poisson à la maison à cause de l'absence d'huile de palme à la maison. Le Conseil régional du Sud sera installé le 23 janvier prochain. Est-ce que vous avez, si peut-être vous êtes demandé de demander aux populations, enfin aux autorités, dans le cadre de l'exécution des politiques publiques, la mise sur pied des politiques publiques, quelles seraient les priorités déjà à présenter? Alors, je tiens d'abord à féliciter le tout nouveau président du conseil régional qui a prêté serment le 9 janvier dernier et qui sera donc officiellement installé dans ses fonctions le 23, comme vous l'avez dit, le 23 toujours janvier 2026. Les espoirs sont légitimes pour les populations du Sud. Nous avons connu une première mandature un peu compliquée. Oui. C'est vrai, on dit souvent que lorsque vous avez une base, c'est zéro. Oui. Il est difficile de faire des comparaisons. Parce que la base, c'était la première expérience des conseillers, Oui. des conseils régionaux. Et peut-être que... Ils ont appelé ça un mandat test. Voilà. Mais pour certains, je voulais dire que pour certains, La mayonnaise a pris. la mayonnaise a pris et chez nous, ça a été un peu difficile au Sud. Le président qui a donc été élu de manière démocratique et par la force de la volonté de la population, sait quelles sont les attentes des populations. Oui. Il est suffisamment motivé parce que, dois-je vous le rappeler, il a désiré être le tout premier président du conseil régional en 2020. Oui. Ça n'a pas été le cas parce que il y avait toujours eu ce que vous avez appelé tout récemment le pli fermé venu du comité central qui avait imposé un bureau où il ne faisait que être un des membres mais non décideur. Maintenant, il avait tout un programme. C'est quelqu'un qui a été très, très organisé. Il a mené des enquêtes auprès des populations du Sud. Il a mené, avec toutes ses équipes de communication et de stratégie, ils sont allés enquêter pour savoir quelles sont les priorités des populations. Je dois donc vous dire que parmi les priorités, puisque vous avez posé la question, Oui. parmi les priorités, il y a vraiment essayer d'endiguer ce paradoxe qui est connu de tous. Et je fais référence là au feu docteur Charles Ateba-Yene qui a parlé des paradoxes du pays organisateur. Il y a des routes, il y a un problème de route, il y a un manque criard de route dans le Sud, contrairement à ce que l'imagerie populaire peut penser. Il n'y a pas de route. Vous savez, il y a je prends toujours souvent le petit exemple de mon village, d'où je suis né. C'est à 32 km du chef-lieu d'arrondissement, du chef-lieu de région Ebolova. Mais pour s'y rendre, je vous assure que vous pouvez faire plus de 2 heures de temps sur les 32 km. Donc, il y a donc ce problème de route prioritairement. Et le conseil régional a cette compétence de gérer des routes, on va dire, régionales. C'est le comité, c'est le conseil départemental. Les routes régionales, je parle bien. Parce que les départementales, on va se limiter à un niveau. Le conseil régional intègre toute la région. Sauf que l'axe c'est Foulane, bel et bien votre village. Oui. Sauf que Foulane et Bolova, c'est pas une route régionale. Bon, disons que c'est une route, on va dire nationale, mais elle n'a pas encore
elle n'a pas encore pris cette ampleur parce que c'est une route effectivement stratégique qu'on appelle la Mkoto-Djama, qui relie donc l'océan à l'Anvila, à partir de Lolodorf. Donc Lolodorf, tout ça. voilà. Non, Akomde, c'est un autre axe. C'est un autre axe maintenant du côté d'Akomde qui va aussi rejoindre Kribi. Mais l'autre axe qui est prioritaire aussi, et les Allemands qui étaient des explorateurs sont passés par là, c'est pour ça qu'on appelle Mkoto-Djama. C'est-à-dire que si les gens peuvent faire la traduction, on dira que l'axe des Allemands. Parce que les Allemands sont passés par là. Et vous comprenez donc que la priorité pour le président du conseil régional, c'est vraiment d'essayer d'endiguer ce problème de route. Tout au moins pour que chaque chef-lieu d'arrondissement soit lié au chef-lieu de département sans difficulté. L'autre axe prioritaire serait forcément les infrastructures. Parce que pour ressentir un développement dans une localité, et c'est vrai, on dit, c'est pour ça que je vais de manière chronologique, peut-être logique, en disant qu'il faut commencer par les routes, parce que dit-on souvent, là où la route passe, le développement suit. Donc les infrastructures aussi, il faut des infrastructures. Ce sont des infrastructures qui permettent à ce que on sache qu'il y a une différence entre un village et une ville. Oui. Maintenant, toujours dans la logique, il y aura donc aussi de s'assurer que, et je vais encore toujours prendre, moi je prends toujours des cas factuels. À Efoulan, il y a des moments où vous pouvez passer de 1 mois, 2 mois sans réseau téléphonique. C'est incroyable, mais ça arrive. Vous pouvez donc imaginer, il va donc devoir aussi travailler pour que les services de base soient assurés aux populations. Donc, pour ne pas aller un peu plus loin, je crois que voilà, et nous sommes certains, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que nous sommes certains que le choix qui a été porté sur M. Éric Gervais-Ndo pourra permettre à ce que, effectivement, qu'il y ait une sorte on va vraiment briser le mythe pour que tout au moins le Sud aussi connaisse ce que nous appelons le développement. Voilà, vous avez parlé davantage comme un digne fils de la région du Sud Cameroun, voilà, originaire du département de l'Anvila, c'est bel et bien cela. C'est cela. Merci d'être passé sur ce plateau. Franklin Sambou, bonjour et bienvenue. Bonjour Hippolyte, et merci de nous avoir conviés à ce débat, ici La République, cette émission suivie par des millions de téléspectateurs de Camdis Télévision. D'accord, je rappelle que vous êtes également enseignant et vous avez repris les classes pour le compte du 2e trimestre. Il y a quand même certains parents qui se demandent comment faire du moment où l'enfant a connu des retards pour le dépôt des dossiers, des examens, pour ce qui des examens qui relèvent peut-être la DEC, notamment le BEPC, la direction des examens, concours et la certification. Ça se passe comment? Que ce soit même la DEC, que ce soit l'office du bac, quand on est en retard. En réalité, parlons d'abord de l'office du baccalauréat. Des sanctions sont prévues pour ceux qui ne respectent pas les délais. Il y a des sanctions de façon graduelle. On vous dira par exemple ceux qui n'ont pas déposé jusqu'au 10 janvier. Voilà la sanction. Parce que le délai du dépôt des dossiers en ce qui concerne l'OBC était passé depuis le 5 janvier. Le lundi, depuis le 5 janvier. Oui. Bon, maintenant, dans ce délai-là, on peut encore accorder une semaine. Mais en ce moment, il y a la sanction déjà payée qui s'élève à moins de 5 000. Rendu peut-être à 5 000 par élève, par candidat. Des pénalités. Des pénalités, entre les pénalités. Après maintenant, 2 semaines. Il y a des moments où la sanction peut jusqu'au 31 janvier, qui est le délai définitif, qui est le délai. Il y a des sanctions qui peuvent aller à la pénalité qui peut aller jusqu'à 25 000. 25 000. Bon, tous ces... Ça veut dire qu'il est possible d'avoir des pénalités qui dépassent même le taux de versement pour les examens. Puisque c'est le cas, ça dépasse. Si on a une pénalité de 25 000 et que le bar à lui-même, les frais s'élèvent à moins à 20 000, si on intègre aussi les timbres et tout, ça fait que tout ça, c'est pour sensibiliser les gens à le faire. C'est la raison pour laquelle dans la plupart d'établissements, que ce soit
public ou privé, on intègre directement le paiement des frais d'examen dans la pension. Le package de la scolarité. Quand vous arrivez là, il faut le faire directement parce que quand vous avez affaire à des parents, ils viendraient payer l'inscription. Après, il faut courir derrière. À un moment donné, il faut un peu voir cet enfant-là, cet élève-là qui est rendu en cette période-ci. Son parent n'a pas encore envoyé les dossiers du baccalauréat. Moralement, il a atteint. Je veux que vous compreniez un peu. Passer en classe là, le fait de le mettre, le rappeler, il faut venir, c'est un problème. Dans une salle de classe, il y a 60 élèves en terminale. 60 élèves, ils sont peut-être 2 n'ayant pas encore déposé les dossiers. Cet élève-là n'est pas tranquille. Donc, voilà pourquoi les pénalités, c'est pour amener les parents. Parce qu'en réalité, la pénalité n'est pas pour que l'OBC remplisse se fasse de l'argent. C'est juste pour que les parents prennent conscience qu'il faut payer à temps. C'est-à-dire que c'est une correction pour intégrer la démarche. Oui, un peu comme que ce soit INEO ou bien Canwater. Quand vous payez quand le délai est passé, il y a toujours un montant qui est prévu. Tout ça, c'est pour que les gens se mettent que les gens soient conformes. Voilà globalement ce qui est présenté et politique. D'accord, merci pour ces précisions parce que justement les parents demandaient à savoir qu'est-ce qui est fait parce que d'aucuns sont encore dans cette situation. Et c'est vrai aussi que dans beaucoup d'établissements, les responsables d'établissement ne présentent pas le délai exact aux parents. Parce qu'en réalité, si on présente à un parent que le délai était par le 5 janvier, je prends l'exemple, le 5 janvier, c'est ce 5 janvier-là que certains parents vont s'amener. Vous présentez un délai un mois avant. Oui, en réalité, pour qu'il ait le temps de se conformer. Parce que quand on dit le délai, c'est le jour où vous déposez. Or, il faut aller peut-être timbrer, faire signer. Donc, le délai au niveau même de l'OBC. Or, quand nous sommes tous conscients qu'au Cameroun, les gens attendent sur le délai. Vous n'avez qu'à aller quand c'est Eneo, quand c'est Canwater. La plupart des personnes qui s'alignent là, si on regarde bien, le délai c'est demain ou le délai c'est ce jour. Et c'est la même chose même pour les parents d'élèves. On n'a qu'à voir la rentrée. Parfois on engage les inscriptions peut-être le 15 août. C'est à la veille de la rentrée, la semaine de la rentrée, vous allez voir les gens s'aligner pour inscrire les enfants. D'accord, merci pour toutes ces informations qui vont peut-être aider les parents d'élèves qui ont ces candidats dans ceux qui font le CEP, ceux qui font le BEPC, le probatoire et le baccalauréat. On va remercier tout ce qui est fait par le gouvernement de la République, ce qui est de la communication, le ministre des enseignements secondaires, le ministre de l'éducation de base, tout ce qui est leurs différents collaborateurs pour informer les Camerounais. Nous prenons une courte pause et nous posons sur la table du débat la thématique centrale inscrite à l'ordre du jour. Transport au Cameroun, un secteur donc modernisé, d'autres innovations attendues en 2026. Eh bien, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénanga-Lebibé, a présenté à la session budgétaire novembre dernier à la représentation nationale sa feuille de route pour ce qui est de 2026, tout en dressant un bilan que beaucoup ont salué, du bilan 2025 et même bien avant 2025 et d'autres années en arrière. Ce matin, nous interrogeons également, nous prenons cette question posée sur la table du débat, secteur modernisé, d'autres innovations attendues. Je commence par vous, Médard Manga. Généralement, on voit généralement votre journal Leader Presse, qui a pignon sur rue, je rappelle, et faire des articles concernant les activités du ministère des Transports, que ce soit le transport terrestre, aérien, routier, ferroviaire, maritime, que ce soit même la météorologie. Quel bilan dressez-vous pour ce qui est 2025? Bon, je voudrais être objectif en tant que journaliste d'investigation pour dire que depuis un certain temps, le transport interurbain a reconnu une embellie. Oui. Je voudrais être clair là. Parce que quand vous voyez les agences de voyage, les bus des agences de voyage qui desservent les métropoles que sont les Douala, Yaoundé, Bafoussam, Gaoundéré, vous avez un peu un confort qui renvoie à l'Occident. Ça, je voudrais être honnête. Et ça, je l'ai apprécié dans ce que nous vivons au Cameroun.
Je disais que l'émergence qu'on est allé accrocher en 2035 est d'abord arrivée par les Sénarbars. Les Sénarbars ont atteint l'émergence avant 2035. Et maintenant, le transport interurbain est déjà modernisé comme le thème le renvoie. Parce que quand vous partez à Douala aujourd'hui... Mais, Médard, pour vous relancer, est-ce que c'est gentil de connaître, savoir, de reconnaître que l'émergence a commencé par la bière? Oui, bon, je dis, quand vous êtes au Cameroun, vous voulez vous distraire. Quand vous êtes au Cameroun à l'heure actuelle, vous avez des milieux où vous n'avez pas envié les États-Unis. D'accord. Ça, je dois le relever. D'accord, vous poursuivez alors. Donc l'émergence a commencé par les Sénarbars et c'est bien. Puisque ça donne la joie aux Camerounais. Est-ce que c'est mauvais? Maintenant, quand vous partez de Yaoundé pour Bafoussam, par exemple, vous voyagez dans des bus de confort, oui, avec un confort qui vous amène à revoyager, à reprendre la route une deuxième fois. Douala, c'est la même chose. Quand vous allez en Gaoundéré, vous avez des agences qui vous présentent un confort qui permettent que vous soyez à l'aise dans votre voyage. Et il y a aussi les centres de visite technique qui se sont multipliés. Oui. À l'époque, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, nous avons les centres de visite technique qui permettent de mettre les voitures, de garder les voitures dans un état mécanique à jour et éviter les accidents. Quand vous faites la comparaison entre les années précédentes et l'année 2025, les périodes de fêtes, les périodes de grands flux de voyage, vous allez constater que cette année, je prends encore les statistiques de l'Institut national de la statistique, mais sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas connu une campagne de sabotage concernant les accidents de la circulation pour cette période. Je parle en tant que journaliste. La comparaison rédactionnelle des années antérieures et cette année, vous avez trouvé qu'il y a eu diminution des accidents de la route. Et ça, pourquoi? Parce que j'ai vu des agents, ceux qui sont habillés en orange là, la prévention routière, qui semblent avoir subi des séminaires de formation pour sensibiliser les automobilistes. Cette année, j'ai fait des itinéraires, j'ai fait des routes, j'ai fait la route de Douala, j'ai fait la route de Bolova, j'ai fait la route d'Obala, qui va avec Bafoussam. J'ai vu ces agents de la prévention routière sensibiliser les usagers. Il ne me revient pas en tête de manière honnête avoir vu des altercations entre ces agents de la prévention et les usagers comme dans les années à venir. Donc, c'est dire que si on améliore l'état des routes, je peux vous rassurer que le clando pourra diminuer parce que nous voyons les clandos sont présents dans notre secteur du transport parce que l'état de route laisse à désirer. Patrick Assoum, le DP le signalait tout à l'heure que à Ebolova c'est la catastrophe. Et effectivement, je confirme parce que pour aller à Biwomboulou, c'est la malédiction. Pour quitter de Bolova, arriver à Biwomboulou, c'est vraiment la malédiction, alors que c'est le pays organisateur. Et même la route Carrefour Sameliman-Balmayo, Carrefour Moyomosala, ça c'est ce qu'on appelle, on peut appeler l'abomination de l'état de route. Donc, vous voyez, vous pouvez, les responsables d'agents de transport, par exemple, peuvent prendre des dispositions pour mettre des véhicules de confort pour le bien des usagers. Mais si les routes ne répondent pas, on va se retrouver avec des situations qui n'arrangent pas les usagers. Et au niveau aérien... Peut-être on va revenir, hein? Voilà, oui, donc, si on a fait le plan terrestre. Alors, Franklin Sambou, est-ce que ce que décrit Médard Manga n'est pas le fruit des multiples descentes, parce qu'on a observé quand même ces 5 ou 6 dernières années, de multiples descentes du ministre des Transports dans des agences de voyage, soumettant même des conducteurs de bus
à l'alcotest, c'est-à-dire avant de prendre votre volant, on vous soumet un alcotest. Ça veut dire que c'est un système où vous devez gonfler là pour voir si vous avez consommé un peu de bière avant de prendre le volant. On a vu, il y a des contrôles parfois même des agences qui ne disposent pas des toilettes justement pour des voyageurs, des chais, des salles d'attente. Et également, est-ce que tout cela ne concourt pas à ce que disait Médard Manga avec le résultat que nous voyons aujourd'hui? Il a parlé parce qu'il couvre justement les activités du ministère des Transports et sur le terrain, journaliste d'investigation. On voit de moins en moins des cas d'accidents sur nos axes routiers où aujourd'hui des agences qui ont revu leur flotte, des permis, comment vous avez appelé des visites techniques, des centres de visites techniques qui ont été multipliés. Merci Hippolyte. Il faut le reconnaître, depuis l'arrivée du ministre Ngalé Bibéo au ministère des Transports, plus précisément, si je ne me trompe pas, le 2 mars 2018, le décret du 2 mars 2018, où il quitte du ministère des Enseignements secondaires, parce que nous n'oublions pas ça, pour le ministère des Transports, parce qu'étant aux enseignements secondaires, il est venu avec une touche particulière. Aucun enseignant de cette époque-là, mais jusqu'à ce jour, ne pas oublier le passage du ministre Ngalé Bibé au ministère des Enseignements secondaires. Vous parlez escalité, hein? Oui, parce qu'en tant que je commence par là parce que ne pas oublier son passage. Si les termes tsunami, séisme ont été employés par les enseignants, c'était sous le magistère du ministre Ernest Ngalé Bibé pendant qu'il était aux enseignements secondaires, parce que il avait une logique. Pendant cette période-là, presque 3 ans, il a passé au ministère des Enseignements secondaires. Il n'y a pas de proviseur ou d'administrateur pour les grandes villes. Vous comprenez? Parce que vous allez voir parfois un proviseur, il a fait 17 ans à Yaoundé. Il a roté du lycée Leclerc au lycée de Cécile, tout. Il a pensé quand il est arrivé, il n'y a pas d'enseignant ayant titre foncier à Yaoundé. Il n'y a pas de proviseur ayant titre foncier à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, les grandes villes là. Ce qui fait que son mouvement, qui était un vaste mouvement, en 2016-2017, il y a des proviseurs qui sont quittés Yaoundé pour Balamba. Oui. Vous vous rappelez qu'ils ont quitté Douala pour Mengon. Ce qui, il y a par le passé, était impossible. C'est une manière de montrer que autant on peut travailler en zone rurale, on peut également travailler en zone urbaine. Voilà déjà un acte à saluer. Qu'à l'époque, les enseignants ont crié parce qu'on était habitués à un système. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'était une bonne approche. C'était une bonne approche. Maintenant, si on prend donc le transport qu'il a hérité depuis le 2 mars 2018, Oui. 2 mars 2018, il y a eu beaucoup d'innovations. Parce que nous, en tant que déjà automobilistes, à l'époque, on pouvait partir faire, comment pour le domaine de la visite technique. On pouvait partir pour la visite technique à 10h. On rentre à 17h. Ça, je vous le dis parce que dans la ville de Yaoundé, à cette époque-là, il y avait au 3 centres de visite technique. Il y avait le centre de visite technique d'Envan. Oui. Il y avait ce qui est ici à Texaco Omnisport. Texaco Omnisport, je sais encore où là. Il y avait trop. Sur la route des Toudis. La route des voilà, sur la route des Toudis là. Voilà les 300 visites techniques. Et ça fait que les agents de visite technique se bombaient le torse parce qu'ils savaient qu'ils ne sont pas aussi nombreux dans la ville. Or, aujourd'hui, moi je ne parviens même plus à dénombrer. Oui. Je ne parviens plus à dénombrer la visite technique dans la ville de Yaoundé, pour ne pas dire au Cameroun. Parce que même quand tu quittes ici Yaoundé, pour la Bafoussam, tu vas trouver que Bafia a la visite technique. Tu vas te rendre compte que Banganté a une visite technique. Donc, aujourd'hui, presque chaque département a un centre de visite technique. Ça, c'est un plus que par le passé. Et ça facilite. Aujourd'hui, quand je pars faire la visite technique, pour dire vrai, à moins que le véhicule ait un souci particulier, en moins de 30 minutes, l'action est menée. Ça, il faut dire saluer là, parce que nous sommes à l'heure où les activités devraient aller rapidement pour s'en sortir. Maintenant, ajoutant à ces visites techniques, on a modernisé, on n'a pas seulement multiplié les centres de visite techniques, mais on a modernisé. Ce qui fait que, à travers votre carte grise,
on peut se rendre compte si c'est une bonne ou une fausse visite technique. À partir de votre carte grise. Parce que par le passé, des gens pouvaient vous délivrer des visites techniques. Remplir la paperasse. Paperasse là et vous donner la sans avoir. À partir de la carte grise, on se rend compte directement que est-ce que ça a été fait convenablement? Est-ce que je crois que c'est une action. C'est une action. Il a mis en place un système de checking. Oui, un système de checking, c'est une action salutaire. Maintenant, si on prend les actions dont vous parlez, la prévention routière. Nous voyons un ministre qui mouille le maillot. C'est-à-dire lui-même il porte les gilets. Je crois que plusieurs fois nous l'avons vu. Les gilets, il y a justement cette image-là qui défile sur la toile. Sur la toile, oui. C'est la nationale numéro 3, Yaoundé Douala. Oui. Où il s'arrête. Où il s'arrête et puis il commence à contrôler également la circulation avec ses collaborateurs des régions. Des régions, voilà des actions à saluer. Chaque fois, parfois, on a souvent décrié que tel a fait ici, tel a fait ça. Tu allais parler de la route, mais à son niveau déjà en termes de transport, parce que la route, il est ministre des Transports, mais la route ne lui revient pas. L'état de la route ne revient pas au ministre des Transports. Ouais. Mais en ce qui concerne, en tant que ministre des Transports, si nous prenons même le cadre des auto-écoles, pour ceux qui... On va revenir sur les auto-écoles tout à l'heure. Si on prend le transport terrestre. Le transport terrestre là, on a vu donc un ministre qui lui-même mouille le maillot. Il porte les gilets pour servir d'exemple aux collaborateurs. Il y a plus tard, c'est ce matin que je regardais encore une autre là, tout à l'heure je reviendrai. Il n'y a pas plus tard qu'un mois et demi, il a sorti une note interdisant la prévention routière pour dans le cadre des agents du transport. Et il a interdit pourquoi? Parce qu'on avait déjà des agents qui ont fait de cela le gagne-pain. Parce que vous prenez par exemple Yaoundé Bafoussam, un axe qui est fait généralement au moins une fois le mois. Yaoundé Bafoussam, cet axe-là une fois le mois. Vous allez vous retrouver avant d'arriver au carrefour bas là, vous allez trouver la prévention. Vous allez trouver la prévention juste avant soit avant le péage ou après le péage d'un Komtou. Oui. Maintenant, vous allez encore trouver le péage, vous allez encore trouver la prévention au niveau de Balamba. Non, avant Balamba, même vous êtes là-bas et Bebda. Et Bebda, à Bafia, vous allez encore avoir Ndiki, Makedene, Tonga. Avant d'arriver à Bafoussam, vous allez vous retrouver peut-être à 6-7 postes de prévention routière où on vous demande même ce qui ne tient pas. Voilà une action à saluer. Il a suspendu. Question encore de voix claire avant de relancer. Ce n'est pas qu'il a annulé, mais il a suspendu, ça n'interdit pas. Pour réorganiser. Tout comme une action également à saluer dans le cadre du ministre des Transports. Il y a une époque à Yaoundé, je parle le cas de Yaoundé, il y avait les contrôles routiers menés par les agents communaux. Si vous avez observé ça, il y avait les contrôles routiers menés par les agents communaux. Vous allez passer là, la mairie de Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé, parce que Yaoundé 1er, des mairies qui étaient vraiment très habituées à ce genre d'action. On va vous demander carte grise, on va vous demander permis de conduire, on va vous demander si la mairie, à quoi ils vont avec la carte grise. Je dis de manière, la mairie, à son temps, devait interpeller les chauffeurs de taxi pour leur demander ce qu'on appelait à l'époque la patente. L'impôt, le truc. Mais depuis 2020, on a supprimé cela pendant le Covid. C'est le ministre des Transports qui a mis fin à cette tracasserie des agents communaux qui passaient le temps. J'ai eu même un problème comme ça en 2022, janvier, je n'oublie pas ce jour. Le Cameroun, c'était la CAN 2022 au Cameroun. Au niveau de Madagascar, là, parce que là, on t'interpelle. C'est comme ça qu'on a retenu mon permis de conduire, avec tellement de tracasseries que j'ai pu le récupérer. Donc c'est une note comme ça qu'il a sorti. Et plus tard, 2 maires de la ville de Yaoundé ont même encore adressé une note au ministre des Transports, lui demandant de surseoir cette mesure qu'il avait menée, interdisant. Le ministre n'a jamais cédé à cette doléance des maires pour leur permettant de poursuivre le contrôle routier. Parce qu'en réalité, c'était des opérations d'ANAP sur les axes routiers.
Donc, vous voyez, voilà des innovations qu'il faut saluer. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Parce que, même en termes d'agence de voyage, chaque fois, comme vous dites là, le contrôle, est-ce que c'est conforme, les toilettes, vous allez même vous rendre compte. Dès qu'il y a un accident, il informe l'opinion publique. Il informe d'abord, avant de sanctionner. Dès qu'il y a un accident, je dis ça encore, j'ai pris le temps ce matin de parcourir les activités du ministère des Transports. Vous vous rendez compte que même la page Facebook du ministère des Transports est constamment à jour. Oui. Et c'est important. D'accord. Oui. On va revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre Fabrice Assoum sur cette question. On va rester dans le secteur du transport routier. Dans notre pays, on a parlé du nombre d'accidents réduits, des contrôles qui sont effectués sur le terrain par le ministre des Transports. Ici, on a plusieurs agences de voyage, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala. Lui-même, il est parfois sur certains axes, sur certains corridors. On l'a plusieurs fois vu sur la nationale numéro 3 avec cette image qu'on ne va jamais oublier, qui se balade sur la toile. On a vu, quand on essaye de faire le rapport pour ce qui est des pourcentages en termes d'accidents ces dernières années, on voit, je veux dire, le phénomène diminue de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance aujourd'hui. Peut-être, on va dire d'ici peut-être 3-5 ans, on parlera peut-être de moins de 10 accidents par an. Espérons-le, monsieur Nama. Oui, permettez-moi de revenir sur certaines précisions. Oui. D'abord, dire que nous sommes pour la plupart la journalistes, et donc nous ne parlons que des faits. Nous devons parler des faits, et nous sommes comme des politiciens, nous n'avons pas d'amis. La différence entre les journalistes et les politiciens, c'est que les politiciens défendent leurs intérêts, mais les journalistes défendent des faits. Alors, c'est pour cela que quand je parle du domaine des transports, nous n'allons parler que des faits, en tout cas de mon côté. Je dis donc que j'ai été très très content de voir certaines choses, certaines améliorations dans le domaine des transports. Le domaine des transports est très sensible parce que, au-delà de la santé, c'est un domaine qui touche à la vie de tous les citoyens. Et donc, il faut faire attention quand on gère ce secteur-là. Et depuis que le ministre actuel, le ministre Jean-Enes Ngalé-Bibé, est en poste, c'est-à-dire depuis le 2 mars 2018, effectivement, il a attaqué beaucoup de réformes audacieuses. D'abord au niveau de l'administration, parce que on va aller sur le terrain tout à l'heure là, mais il faut d'abord parler aussi de dire ce qui a été fait pour qu'il y ait ces résultats concrets sur le terrain. Parce qu'il faut donc commencer, voilà, il faut commencer en amont. Il a décidé de faire quelque chose qui n'avait pas été encore expérimenté au ministère des Transports, c'est-à-dire que une réforme globale en termes de numéralisation, de modernisation des infrastructures internes d'abord. Parce que si Franklin parlait tout à l'heure là du permis de conduire, à l'époque, c'était tout un problème dans la gestion des auto-écoles. Je me suis amusé, j'ai fait 2 inscriptions de mes petits frères dans une auto-école. Automatiquement, dès que vous vous inscrivez dans une auto-école, il y a un numéro qui vous est attribué à partir du ministère des Transports. C'est automatique. Dès que vous vous inscrivez. Ça veut dire que dès qu'on vous a attribué ce numéro, vous pouvez donc, ça veut dire que votre permis va sortir lorsque vous aurez déjà assuré tout le processus. Ce n'est plus comme à l'époque, on voyait quelqu'un qui n'a même jamais fait, il ne s'est jamais inscrit dans une auto-école, mais il vous brandit un permis de conduire. Comment a-t-il fait? Peut-on se poser la question pour obtenir
ce permis. Donc, il y a eu ces réformes structurelles-là. Et ça a permis donc à ce que, on peut parler parce qu'il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs domaines, je veux dire, dans le transport. Vous avez parlé des accidents. Vous m'avez interrogé sur les accidents. Oui, le taux d'accidents dans nos routes régresse de manière vraiment réelle. C'est factuel. Parce que des mesures sur, par exemple, la prévention routière. Parce que quand vous parlez des accidents, le plus souvent, c'est... il y a un artiste célèbre qui avait chanté que la roue ne tue pas, mais c'est nous qui tuons, nous les usagers de la route. Et donc, à partir de là, quand en amont, on essaye d'endiguer certains comportements, et effectivement, il est possible que la réduction des accidents de circulation soit réelle. Parce que lorsqu'on va faire, vous avez parlé des alcotests tout à l'heure, lorsque un conducteur, un chauffeur d'une agence sait que à tout moment, on peut lui retirer son job. Parce que si on trouve que une fois, 2 fois, il est contrôlé positif à l'alcotest, on le mettra de côté. Il sera mis à la touche parce que l'agence de voyage va éviter d'être suspendue. Oui. Donc, va sensibiliser son personnel en ce qui concerne le comportement sur la route. Ça peut être donc une des résolutions, une des réformes qui a permis à ce que les accidents sur la route diminuent. Davantage, on peut aussi dire, et il y a un panéliste qui l'a souligné tout à l'heure, que le secteur de transport est un peu complexe parce que les infrastructures n'appartiennent pas toujours au ministère, ne sont pas du domaine de compétence du ministre des Transports, notamment les routes. Les routes, et nous savons que parmi les causes les plus importantes des accidents, il y a l'état de la route. Donc, on peut comprendre que au niveau des comportements, la multiplication de la prévention routière à travers des sensibilisations, parce qu'il y a plusieurs étapes dans la prévention. Il y a d'abord la sensibilisation, il y a l'information, la sensibilisation, maintenant avant d'intervenir sur la répression. Et ce qui a souvent été mal compris par les populations, c'est que on se retrouvait seulement à sanctionner. Il n'y a pas eu, si vous n'avez pas sensibilisé en amont, comment est-ce que vous voulez que lorsque je suis sur le terrain, je saurais que j'ai fauté comment? Donc il faut mettre, et il a mis donc l'accent sur la sensibilisation à travers des descentes inopinées dont vous parlez par exemple. J'ai vu qu'il était, parce que pour recadrer un peu la circonstance, il était en déplacement pour Douala, pour aller à Douala. Il y a quoi qu'il avait une activité de ce côté. Et arrivé en route, il a constaté qu'il y avait des embouteillages et autres là qui étaient causés. Mais lui-même, il a donc décidé, avec ses équipes, d'opérer à une vérification. Est-ce qu'il a même détecté, sur une autre vidéo, des faux agents qui n'avaient ni feuille de mission, ils n'avaient aucun acte, mais ils étaient aussi sur le terrain en train d'arnaquer les usagers de la route. Donc je voudrais dire que si vous parlez seulement de cas des accidents, et je peux d'abord m'arrêter là en vous disant que oui, ce sont des mesures prises qui peuvent être considérées comme des causes, on va dire, lointaines de ce régressement-là. Freddy Onana, le système de transport terrestre, vous maîtrisez bien. Hippolyte, je voudrais déjà saluer la pertinence du thème que vous mettez sur la table ce matin pour dire qu'au cours du septennat dernier, 10 des grandes opportunités, tout n'a pas été rose, tout n'a pas aussi été alarmant parce que il y a quand même certains chefs de département ministériels qui aujourd'hui ont pu et su mettre en œuvre la feuille de route qui leur a été définie par le chef de l'État. Aujourd'hui, on parle du secteur du transport qui est, comme l'a dit Fabrice, complexe et sensible, d'ailleurs j'ajouterai, complexe et sensible. Secteur du transport. Bon, dans ces grands secteurs, me demander de rester uniquement le secteur du transport routier. Je ne voudrais pas, sans revenir sur ce qu'ont dit les autres panélistes, mais apporter l'eau à leur moulin pour dire que le ministère des Transports aujourd'hui a contribué à l'embellie de l'action gouvernementale sous l'égide du ministre Gallet, qui a davantage mis en lumière, mis en avant les missions
dévolue à ce département ministériel-là. Et pour revenir dans les faits et des chiffres exacts, il y a de cela 10 ans, quand on remonte un peu, et on a laissé au Cameroun pas moins de 3000 cas d'accidents sur nos routes par an. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous l'avez souligné, grâce à la prévention routière, on est passé, ce chiffre-là est passé de 3000 à 1500, c'est-à-dire qu'une réduction de 50% à moins de 10 ans. Mais c'est à saluer. On ne pouvait pas faire un mois sans apprendre que telle agence a eu fait un accident. C'est à saluer. Avant, il n'y avait pas la prévention routière. Il y avait juste des agents de police et d'agents qui étaient là pour le contrôle routier. Le contrôle routier n'est pas la prévention routière. Maintenant, avec l'avènement des agents de prévention routière, les populations, les usagers de la route sont davantage sensibilisés. Et quelqu'un l'a dit, bon, on va éviter les accidents, mais si les routes ne sont bien aménagées, ça sera difficile quand même d'éviter ces accidents-là. Et il y a autre chose. Pourquoi est-ce que la prévention routière a réussi jusqu'ici? Parce que le ministère des Transports, Jean-Ernest Massenanga-Lebibé et ses équipes ont mis sur pied une école de formation des experts en sécurité routière. Elle est basée ici à Yaoundé. Et ces experts en sécurité routière forment aussi les promoteurs d'auto-école, les promoteurs des agences de visite technique et essaient de les arrimer aux exigences, aux réalités contextuelles. Et il y a également d'autres facteurs à mettre en avant, c'est la digitalisation des procédures dans l'acquisition des titres de transport. Fabrice, Franklin et mon cher aîné Méda parlait tout à l'heure du permis de conduire des visites techniques. Aujourd'hui, lorsque vous venez faire la visite technique dans un site X, lorsque vous terminez votre visite technique, directement, tous les centres agréés par le ministère sont informés de ce que votre véhicule vient de subir une visite technique dans cette agence-là. Et on sait quand votre visite technique va expirer. Toutes les agences ont la même information. Donc ce n'est plus... On a mis sur pied un système extranet. Justement, ce n'est plus le cas où vous pouvez rester chez vous, vous envoyez votre fils, et puis on vous appelle, on vous ramène un dossier complet de visite technique. Ça ne se passe plus comme ça. Maintenant, la digitalisation permet, c'est-à-dire que le ministère des Transports s'est arrimé à la numérisation définie par le président Paul Biya. C'est ce qu'on demande à beaucoup de ministères aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas sur le numérique, lorsque vous n'arrivez pas au numérique, vous accusez d'un gros retard. Et cela permet justement de mieux maîtriser ces agents de visite technique-là. Je vais également évoquer une autre prouesse à mettre à l'actif du ministère des Transports, c'est la solution Iman Driver. Nous l'avons inauguré, je crois, il y a 3 ans, dans une agence en Van, à Yaoundé. Iman Driver, c'est un système, déjà c'est une application mise sur pied par un Camerounais, c'est-à-dire que l'expertise camerounaise est déjà reconnue aussi. C'est une application qui permet qu'on ait ça dans chaque véhicule, dans un bus, pour le cas des transports, dans un bus, et c'est-à-dire que le chauffeur est contrôlé à partir de l'agence. C'est-à-dire que pendant qu'il roule, s'il y a une limitation de vitesse, peut-être à 80 ou 120, lorsqu'il va au-delà de cette limitation de vitesse, ça signale directement à l'agence. Parce qu'il y a une équipe de veille qui regarde comment le véhicule, le bus roule. C'est-à-dire que quand vous partez l'agence avant pour atteindre le côté à Douala, c'est-à-dire que Iman Driver vous donne toute l'information. L'homme fait que le chauffeur s'est arrêté en route. S'il a même consommé même une bouteille d'eau, ça signale également. Ça filme le bus et ça donne toutes les informations. Ça permet de maîtriser le chauffeur. Lorsqu'il va au-delà de la vitesse requise, il est interpellé directement. Donc, c'est justement aussi l'une des mesures, l'une des grandes innovations qu'on a connues au cours de ce septennat qui s'achève. Sans vous couper, j'ai eu un voisin justement qui était conducteur d'un bus. Il me fait savoir que chaque fois parce qu'il était fatigué justement, chaque fois qu'il a failli somnoler, il y a toujours cet appareil qui dit chauffeur distrait. Voilà. Donc c'est la solution Iman Driver, mise sur pied par un Camerounais. Et ça, c'est à saluer, apprécier. Je crois que de plus en plus, nos frères camerounais excellent dans l'ingénierie, dans l'innovation. Il y a également un autre élément que je ne voudrais pas mettre sous le boisseau ici, c'est, rappelez-vous, il y a eu un incident très grave dans une agence de voyage à Douala. C'était posé par un problème banal, celui des toilettes payantes. Avant, les toilettes dans les agences étaient payantes. Vous payez votre ticket VIP, mais pour aller au maître des autres toilettes, vous payez, déboursez une somme de 100 francs. Le ministre est venu mettre un terme à cela en rappelant aux agences de voyage
que les toilettes sont non payantes. Et c'est le cas dans toutes les agences désormais. Tout à l'heure, Franklin parlait des salles d'attente, bien aménagées et autres. Ça fait également partie de la modernisation justement de ces agences-là. Et la somme de tout cela, cette embellie, a permis à ce que le Cameroun reçoive une récompense l'année dernière à Marrakech au Maroc. Le prix Kofi Annan, décerné au président Paul Biya à travers les grandes innovations apportées dans le cadre du secteur des transports routiers. Ce ministre des Transports qui représentait le chef de l'État à cette grande cérémonie-là, qui a réuni tous les grands experts en matière de sécurité routière dans le monde. Donc je crois que il y a également un autre élément, vous permettez, si je suis dans mon temps de parole. Oui. Il vous reste La ville de Douala est la seule qui a une agence de voyage intérimaire. C'est la Socatu, je peux la citer parce qu'il n'y en a pas deux. Oui, tout à fait. C'est la seule ville au Cameroun. Maintenant, le ministère des Transports ambitionne de doter chaque région d'une agence intérimaire de transport. C'est-à-dire que, vous voyez, à Yaoundé, on a connu plusieurs agences aujourd'hui qui sont défuntes, qu'on a déjà oubliées. Et une métropole comme Yaoundé n'a pas une agence de transport intérimaire. C'est déplorant, c'est alarmant. Mais le ministère des Transports a donc pensé à introduire cela parmi ses priorités majeures, de doter chaque capitale régionale d'une agence de transport intérimaire. Ça permet justement de fluidifier le transport et le déplacement des populations également ne connaîtra plus tous les problèmes qu'on connaît ces derniers temps. Donc je crois que il y a beaucoup d'innovations comme ça à saluer. Nous tous sur ce plateau, on s'accorde à dire que beaucoup a été fait, ça a salué, ça mérite beaucoup d'encouragement. Et nous, en tant que, là je vais revêtir ma casquette de journaliste pour dire que on n'est pas seulement là pour critiquer, pour frapper. Lorsque c'est bien fait, nous avons l'honnêteté, l'objectivité pour cela de reconnaître que dans ce secteur, ça avance, c'est bien. Le chef de l'État a vu juste de faire confiance à certains d'entre eux, pour le cas d'espèce, le ministère Ernest Bassena Galapibé. D'accord. Justement, vous êtes revenu sur cette grande école, ou l'école qui forme des experts en sécurité routière. Je rappelle que le tout premier concours a été lancé, je pense, le 15 juillet 2023. On parlait de 240 experts en sécurité routière qui devaient être formés. Donc, on va saluer tout cela. Il faut rappeler également que c'est un département ministériel qui contribue aux recettes de l'État. Je vais prendre ici la feuille qui présente le budget, par exemple, du Cameroun, exercice 2026. Vous avez un certain nombre de choses ici, par exemple, l'agrément des établissements de formation de conduite automobile, l'agrément aux professions de transporteurs routiers, d'auxiliaires de transport routier. Vous avez l'agrément aux professions de transporteurs maritimes et même paramaritimes. Le document parle également de l'autorisation provisoire. Vous avez des cartes de transport public routier, des certificats de capacité, des certificats de capacité des pirogues motorisées, certificats de capacité des remorqueurs, certificat d'immatriculation des véhicules, licence de transport, livret maritime, temporel, livret professionnel maritime, permis de conduire des bateaux, permis de navigation, repos, sol, visibilité, etc. Pour ce qui est de ces permis de conduire, il faut dire que l'État du Cameroun, à travers le ministère des Transports, a enregistré en 2025 seulement près de 150 000 permis, voilà, ou demande de permis de conduire, parce que en janvier on parlait de 19 770, mars 19 251, avril 17 667, en juillet 17 771, septembre 18 829, octobre 16 697, décembre on parlait de 18 263. Donc c'est pour dire que beaucoup peut faire dans ce département ministériel. Bédar Manga, on a un autre secteur qui intéresse également les Camerounais, le secteur aérien. De plus en plus, on parle de notre compagnie aérienne, Cameco. On a vu des rencontres, des activités présidées par le chef de département ministériel chargé des questions de transport avec notre compagnie aérienne. Pour ce qui est de la modernisation de Cameco, on a parlé justement de ce grand projet. Je pense que c'est l'agence internationale Ecofin qui revenait sur cette grande actualité, l'aéroport au standard mondial qui devrait être construit du côté de Douala.
Bon, s'agissant du secteur aérien, vous me connaissez, je suis très objectif. Il y a beaucoup encore à faire dans le secteur aérien. Là, oui, il faut être honnête. Mais le ministre se bat. Mais il faut relever ici que ce sont les Camerounais eux-mêmes qui font en sorte que Camerco ne soit véritablement pas dans les airs comme il se doit. Oui. C'est nous-mêmes les Camerounais et pas mettre ça à l'actif du ministre. Je voudrais être très clair là-dessus parce que si les gouvernants mettent un accent particulier sur l'embellie, sur l'envol de l'étoile du Cameroun, nous aurons notre Camerco comme d'autres compagnies aériennes africaines, où je vais parler au plan africain. Donc, et cette mentalité fait en sorte que même si vous voulez montrer votre bonne volonté à servir, à faire rayonner votre secteur d'activité, vous allez trouver des difficultés parce que il y a certains compatriotes qui ne comprennent pas votre politique, ou bien alors ils font des jalousies, puisque vous êtes sans ignorer qu'il y a des batailles politiques où, vous me permettez, à l'heure actuelle, nous attendons le remaniement ministériel, et c'est tout le monde qui voudrait que vous échouez dans votre secteur pour que le chef d'État ne vous refasse plus confiance. Mais ce qui est vrai, c'est que le ministre a essayé d'apporter du sang neuf, d'apporter des nouvelles politiques comme dans le transport terrestre avec tout ce qu'on vient d'énumérer. Camerco ne fait plus la campagne de sabotage depuis quelque temps à travers ses usagers. Par le passé, il y avait des pertes de bagages, il y avait des vols qui ne respectaient pas des horaires, mais de moins en moins, pour être honnête, les vols sur le plan national ne font pas l'objet de dénigrements, ne font pas l'objet de mécontentement. Ça, la rédaction traite les sujets du ministère des Transports. Et vous savez que le slogan des leaders presse, c'est les faits. Comme me le disait tout à l'heure, le journaliste se base sur les faits. Et le slogan des leaders presse, c'est rien que les faits. Donc, quand c'est noir, on dit que c'est noir. Quand c'est blanc, on dit que c'est blanc. Mais pour le moment, Camerco fait moins de mécontents. Ça, nous tous ici sur le plateau, en tant que journalistes, nous avons reçu moins de plaintes que par le passé, en ce qui concerne les retards, en ce qui concerne le standing. On avait vu à une époque, on a filmé les sièges de Camerco qui laissaient à désirer, mais on comprend que les gens peuvent faire mieux. Les gens peuvent faire mieux au Cameroun si ils ont les mains libres pour implémenter leur vision. Parce que c'est aussi ça le problème au Cameroun. Quand vous venez implémenter votre vision, des apprentis sorciers, comme les a appelés le président de la République, font tout pour aller lui dire que tel est en train de convoiter votre poste avec les politiques des réformes qu'il est en train de faire dans son secteur là. C'est pour marquer l'opinion par rapport à tout ce qu'il fait. Au moment venu, il peut postuler à la présidentielle et vous renverser. Il y a des choses qui sont faites dans ce sens pour empêcher que nous puissions nous développer. Que les personnalités à qui on a confié les responsabilités, par exemple à la tête des départements ministériels, puissent faire leur travail. Et c'est à condamner. C'est vraiment à condamner parce que quand vous allez dans les administrations publiques, vous avez une idée à implémenter, mais quelqu'un va hésiter. Pourquoi? Parce qu'il est sous-directeur. Qui répond véritablement? Parce que, pour être honnête, Simalène, c'est la vestuté. Douala, c'est la vestuté. Mais maintenant, s'il y a donc des idées... on annonce un nouvel aéroport. Qui puisse permettre que quand vous arrivez à Marrakech, vous voyez l'aéroport, vous êtes content d'être dans un aéroport. Quand vous arrivez à Paris-Charles de Gaulle, vous voyez le cadre idéal. Donc, c'est à saluer, comme nous le disons sur ce plateau, si le ministre Ngale Bibé
prend ces initiatives d'arrimer le Cameroun aux normes internationales avec les infrastructures modernes que nous avons. Nous avons déjà vu avec les centres de visite technique. Nous voyons avec le système de surveillance des conducteurs, des agences de voyage. Mais maintenant, on va voir que d'ici peu, si le Cameroun a un aéroport international ultra moderne, ce n'est que la fierté. Et c'est à travers ces infrastructures qu'on pourra atteindre ce qu'on a appelé l'émergence là. Donc, il faut innover. Et lorsque quelqu'un innove, on n'est pas là pour chasser tout le monde dans ce gouvernement. Oui. Il faut que je le précise. Parce que quand les gens sont à l'attente du gouvernement, là, on veut un gouvernement avec des gens qui apportent des idées novatrices. Métropole, les 3 régions du Grand Nord déjà, parce que pour partir de Douala à Maroua, c'était un chemin de croix, pire que celui que Jésus a connu le connaissant au Mont Golgotha. Parce que vous n'avez pas une ligne directe qui partait de Garoua de Douala pour Maroua. Aujourd'hui, Kamé Kouaki, 5 aéronefs permettent aux villes les voyages domestiques allant de Douala à Maroua, Douala Garoua, Douala Ngaoundéré. Hier, on parlait ici du lancement du budget. Le ministre des Finances est allé à Ngaoundéré et toutes les délégations ils sont allées hier par vol Kameko, grâce aux nouvelles réformes, à l'embellie justement dont nous parlons ici, au préambule de notre propos, parlant justement des acquis, des avancées dans le secteur des transports. Ça veut dire que Kameko a retrouvé vie. Vous arrivez, vous avez une entreprise qui agonise, qui est au bord, c'est-à-dire qui voit la mort devant elle, qui peut être soit privatisée, soit disparaître carrément. Mais c'est l'une des premières entreprises du Cameroun. Kameko, née de la défunte Kamer, l'une des toutes premières grandes entreprises. Voilà. Je voudrais indiquer ici que c'est le fruit d'un partenariat entre le Cameroun et l'expertise qatari. Aujourd'hui, Qatar Airways qui apporte, on savait très bien que dans ces pays, les infrastructures sont ultra modernes, notamment vous qui étiez à la Coupe du Monde au Qatar, vous avez vu les aéroports ultra modernes qui n'ont rien à envier au pays de l'Occident, comme voici Charles de Gaulle qui ont quand même une expertise un peu dépassée. Donc c'est un partenariat entre le Cameroun et le Qatar Airways. Cet aéroport ultra moderne sera construit dans la ville de Douala. Je crois que cette année-ci, tout sera paraffé pour que la pause en même temps soit faite, parce que des études de faisabilité ont été déjà menées par le passé. Les résultats sont là et on pourra justement se vanter de ce que le Cameroun a un aéroport ultra moderne de pouvoir faire la concurrence aux autres aéroports qui répond aux normes mondiales. Maintenant, il y a un autre élément que je ne voudrais pas mettre sur le boisseau, c'est indiquer ici que au niveau de l'aviation civile nationale, il y a eu la mise sur pied d'une école, comme c'est le cas dans le secteur des transports routiers, d'une école de formation en sécurité aérienne. Ça n'existait pas au Cameroun. Et beaucoup de pays en Afrique centrale viennent se faire former. L'école est en Sibalem, oui, à l'autorité aéronautique, que dirige Madame Asumuko Kipol. Une école de sécurité aérienne ultra moderne, c'était été construite grâce au partenariat public-privé entre le Cameroun et la Chine. Public-public, autant pour moi, entre le Cameroun et la Chine. Cette entreprise chinoise, elle est installée ici à Yaoundé actuellement. Et non seulement ce bâtiment est un joueur architectural, mais les équipements de formation là-bas sont d'une haute technologie qui n'envie rien à ce qu'on voit de l'autre côté en Occident. Et je voudrais aussi indiquer que on ne peut pas partir de Yaoundé par vol Kamer pour atteindre Pointe-Noire au Congo. Aujourd'hui, c'est déjà possible. On a des vols qui vont de Yaoundé, de Douala pour Cotonou au Bénin, pour Bangui à SCA. Donc l'Afrique centrale également est déjà desservie. Maintenant, Kameko ambitionne d'aller au-delà, c'est-à-dire qu'aller comme par le passé, avec l'acquisition des Boeing 700 pour pouvoir faire des vols de 6 heures, 8 heures, pourquoi pas, comme cela était le cas par le passé. Donc c'est l'une des innovations, ou alors l'un des projets majeurs phares dans les prochaines années. Pour terminer, vous me permettez en 10 secondes pour indiquer que on a quand même connu un grand événement l'année dernière. Lequel? Le Cameroun a accueilli le sommet mondial de l'aviation civile internationale. Oui. On a vu le secrétaire général s'est déplacé, arrivé ici au Cameroun, qui a été accueilli par le ministre-secrétaire général, ministre d'État, SGPR, M. Ferdinand Gongro, c'est-à-dire au nom du chef de l'État. Cela renforce davantage la place du Cameroun dans le Conseil des Nations en termes de développement des infrastructures de transport aérien.
Donc je ne voulais pas qu'on termine mon propos sans pouvoir indiquer cela. Ça D'accord. fait partie des victoires du Cameroun à ce niveau. D'accord, c'est important de le mentionner sur ce plateau. Fabrice Assoum, il faut dire que le Cameroun, qui est jusqu'ici resté le moteur de l'économie de la sous-région, je pense que le Cameroun a lui seul pèse environ 43% du produit intérieur brut de toute la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dans la zone de CEMAC. Et le secteur des transports contribue également au maintien de ce poids économique-là. J'en veux pour preuve justement le projet de performance du corridor Douala-N'Djamena, parce que si justement le corridor est en panne, je vais dire comme ça entre guillemets, ne fonctionne pas au regard de ce qu'on a souvent vu, eh bien le Cameroun et N'Djamena se concerte généralement à l'initiative justement du ministre des Transports. La page, par exemple, quand vous regardez les publications du ministère, on vous dit sous la présence de Jean-Ernest Massé Nanga Lebibé, qui est le ministre des Transports, s'est tenue donc justement la première session ordinaire du comité national de pilotage du projet national pour l'amélioration de la performance du corridor rail-route N'Djamena. Donc c'est pour dire que si avec des projets de connexion des différents pays de la sous-région, que ce soit à travers des chemins de fer, que ce soit à travers des infrastructures routières, l'économie va toujours demeurer commun. Elle pourra même être plutôt grandissante. Elle pourra être grandissante et ce serait toujours au bénéfice du Cameroun. Ce serait au bénéfice du Cameroun. Mais permettez-moi de coller un petit commentaire sur le transport aérien, parce que effectivement ça fait partie de cette connexion recherchée d'abord à l'intérieur du Cameroun et maintenant avec les pays de la sous-région. En dehors de l'embellie observée sur certains on va dire quoi, sur certains résultats, notamment cités tout à l'heure par Freddy. Oui, mais moi je pense que vraiment dans le secteur des transports, le transport aérien est le parent pauvre du secteur des transports. Je dirais même que c'est ça peut-être qui peut infléchir le bilan tant élogieux pour moi du ministre Ngalebibé. Parce qu'au niveau du transport aérien, on peut constater malheureusement que nous n'avons que 3 acteurs principaux. C'est-à-dire qu'il y a l'ADC, les aéroports du Cameroun, il y a Cabeco et on peut encore ajouter la société en charge de la sécurité, l'autorité aéronautique. Et vous voyez que c'est vrai, nous avons déjà des infrastructures qui peuvent permettre à ce qu'on soit un peu fier du Cameroun, parce que au regard du bilan antérieur, mais sauf qu'on ne peut pas se satisfaire de cela. Parce que au niveau des aéroports, on en parlait tout à l'heure, c'est souvent vraiment un problème au niveau des aéroports. Que vous pouvez vous retrouver, ceux qui voyagent, et Meda le disait tout à l'heure, on se pose des questions comment certains responsables, et moi je ne peux pas accuser, ou indexer la seule responsabilité du ministre à ce niveau. Comment est-ce que tous ceux qui sont dans la chaîne ne peuvent pas savoir que lorsque nous allons par exemple vous avez parlé de l'aéroport de Paris, Roissy-Charles de Gaulle. Vous appréciez aller à Paris, descendre, vous faire des selfies et autres, mais lorsque vous rentrez au Cameroun, vous vous posez la question que est-ce que vous êtes aussi fier de venir à Simalène par exemple ou à Douala faire des selfies dans cet état? Et pourtant, le gouvernement a englouti beaucoup de moyens. J'ai participé à certains reportages à une certaine époque pour justement où on avait, le gouvernement de la République avait engagé d'énormes moyens pour la réflexion tout au moins des pistes. Et
des infrastructures qui entourent l'aéroport. Il y a eu celui de Maroua, où j'ai participé, où j'ai été là-bas. Il y a Douala, il y a même encore un Simalène. Bon, vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, on peut se contenter de ce qu'on voit avec l'aéroport de Douala, l'aéroport de Maroua, l'aéroport de Simalène et peut-être aussi de Bafoussam, vous avez dit Bafoussam Bamungum. Oui, mais si nous voulons, et c'est pour ça que vous allez constater que le coût des transports aériens est toujours assez élevé. Lorsque vous voulez partir de Yaoundé, vous voulez vous rendre par exemple à Bertoua, vous êtes obligé de prendre, vous ne pouvez pas prendre la route. Il faut qu'on multiplie le nombre d'aéroports. C'est ça qui est important. Parce que même la flotte de Cameco, elle résulte de la disponibilité des infrastructures. Vous voyez un peu, vous avez soulevé quelque chose de très important. La résurgence la résurrection même carrément de Cameco. Oui, on apprécie aujourd'hui. On voit comment il y a un respect des conditions minimales dans le transport aérien au niveau international. Mais est-ce que c'est tout le monde qui peut emprunter Cameco maintenant? Vous voulez aller à Douala? Est-ce qu'un Camerounais lambda peut décider que, bon, comme la route, ça prend beaucoup de temps et que j'ai beaucoup d'urgence, j'ai envie, bon, je peux aller m'acheter un ticket pour aller à Douala? Vous ne pouvez pas ailleurs. C'est vers là que nous voulons aller. Nous voulons que c'est ça. Nous voulons que ce soit ça. Donc, vous voulez donc mettre le billet d'avion à 2000 francs pour que Cameco puisse vivre comment? Non, vous ne me comprenez pas. Écoutez-moi. Vous voulez peut-être que ce soit la bourse du Camerounais moyen? Écoutez-moi très bien. Je suis allé très loin. J'ai pris la cause lointaine, c'est que c'est le manque d'infrastructures. Parce que s'il y avait des infrastructures disponibles, Cameco allait faire des efforts pour qu'il y ait à disposition des Camerounais lambda des flottes qui permettent à ce que chacun puisse... Parce qu'il faut seulement être ministre pour prendre l'avion. Mais vous ne pouvez pas cracher ce qui a déjà été fait. Vous prenez une entreprise... Non, je le suis. Peut-être que... Vous ne pouvez pas cracher sur ça. Ça veut dire que vous ne m'écoutez pas. Je vous écoute très bien. Mais moi, je ne suis pas... Je vous ai dit tout à l'heure, là. Je vous ai dit que je suis sur les faits. Je parlais des faits. Donc là, vous avez demandé déjà trop, mais parlez de ce qui est fait. Comment je demande de ce qui est fait. Non, on ne peut pas seulement parler de ce qui est fait. On peut parler, parce que dans un secteur, nous avons dit par exemple tout à l'heure, au niveau du transport routier, nous avons apprécié tout ce qui a été fait, les améliorations et tout cela. Mais vous devez reconnaître qu'il y a déjà 5 aéronefs, il n'y en avait même pas. Je dis ceci. Ça, il faut le reconnaître. Je dis ceci. Pour l'instant et jusqu'à présent, je crois que ce qui est important pour le Camerounais lambda, c'est de savoir que quelqu'un peut se lever, il dit que j'ai un minimum de moyens, je veux de transport, je veux prendre l'avion, et qu'il soit capable de le faire même dans les conditions actuelles. Ce n'est pas possible. Prendre l'avion n'est pas un luxe en même temps. Ouh là là, j'ai parlé d'un moyen de transport. Prendre l'avion n'est pas un luxe en même temps. Je vais vous relancer. Je vais prendre un cas, je vous relance. Oui. Je vais prendre un cas. Si vous avez quelqu'un qui part de l'aéroport international de Bangui Mpoko en République centrafricaine pour le Cameroun, et pour venir en Simalène, et qui paye son billet d'avion à 200 000, parce que la dernière fois que j'ai fait ce trajet, le billet d'avion était à 175 000, c'est 350 000 aller-retour. Donc quelqu'un qui paye son billet d'avion de Bangui Mpoko pour Yaoundé et paye 200 000 francs, alors, si Cameco doit ramener la même personne une semaine après, et vous allez demander à Cameco de prendre 50 000 pour ramener la personne à Bangui? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que... Et vous verrez même, lorsque par exemple, il y aurait une sollicitation accrue. Et c'est pour ça que vous voyez, par exemple, que dans la tarification des billets d'avion, ce n'est pas statique. Oui. N'est-ce pas? Il y a des saisons, parce qu'on sait que des gens voyagent énormément. C'est pour ça que je parle de la norme mondiale. C'est norme mondiale, c'est pas je vous ai pas encore répondu. Je vous ai pas encore répondu. Oui, je dis ceci. S'il y avait beaucoup d'infrastructures
des aéroports au Cameroun, le prix de desserte de différentes localités aurait aussi baissé pour permettre à tout le monde d'avoir projet en cours. Les impôts sont en train d'être reconstruits. Franklin Sambou, il y a un secteur qui intéresse également, celui du transport maritime. Aujourd'hui, qui tient à cœur justement le gouvernement de la République. On a vu lors de la cérémonie d'installation de Willy Tsanga, le nouveau directeur général de l'autorité portuaire nationale, le 8 janvier dernier au Palais des Congrès, le ministre des Transports lui a demandé de tout faire pour rendre les différents ports camerounais plus compétitifs encore. Parce qu'il a trouvé des ports déjà compétitifs, mais les rendre encore plus compétitifs. Ça veut dire que le gouvernement s'intéresse également au transport maritime. Oui, Hippolyte, peut-être une minute un peu concernant le transport aérien, juste une minute, pour dire que le transport aérien gagnerait au Cameroun d'être davantage densifié. On l'a déjà dit, d'être densifié, que tout Camerounais puisse quitter peut-être de Yaoundé pour Bafoussam aussi facilement. On a apprécié dernièrement, lors de la campagne électorale, le plan pour bien quitter à Yaoundé à 12 heures, à peine 2 heures de temps, il était à Maroua pour mener sa campagne, que tout Camerounais puisse le faire et que les coûts aussi soient, on n'a pas dit que c'est 2000 francs, mais que le coût puisse être à la hauteur du Camerounais moyen. Et pourquoi ne même pas aussi libéraliser le secteur? Ça c'est aussi une autre approche, on ne sait pas tous les contours. Qu'en dehors de Cameco, qu'on puisse avoir aussi peut-être une autre compagnie privée, même si elle a 2, 3, 4 avions, puisse aussi davantage densifier le secteur. Maintenant, parlant du transport maritime, Hippolyte, le transport maritime permet au Cameroun de réaliser une grande part de son PIB PNB. Parce qu'en réalité, le transport maritime est une force en termes commerciaux. Si nous prenons le port en eau profonde de Kribi, si nous prenons le port de Douala, pour ne citer que ces 2 ports, voilà des entrées. On peut imaginer la RCA, le Tchad, oui. C'est à travers ces 2 ports oui. que le produit transite. C'est la raison pour laquelle dernièrement, il y a à moins 1 mois par là ou 1 mois et demi, lorsqu'il y a eu la grève des transporteurs du côté de l'Est du Cameroun, ça a pénalisé énormément les transporteurs ou alors ces pays voisins, le Tchad et la RCA. Donc on peut dire, le transport maritime, c'est un transport des produits, comme si on peut le dire, de masse, des produits lourds, d'une quantité énorme. Donc c'est ça qui permet, quand on dit par exemple, on donne pour mission à la douane, vous allez réaliser par exemple 1000 milliards de recettes. 1000 milliards de recettes. Pour dire vrai, c'est à travers le transport maritime. Le transport maritime, là, que la douane peut réaliser, je ne sais pas, plus de 50% des attentes. Je pense que c'est plus de 50% des attentes. Parce que le bois, les engins lourds, tout ce que nous pouvons imaginer là, c'est à travers cela. Ceux qui ont eu la chance d'arriver, que ce soit au port de Douala ou au port de Kribi, ils peuvent s'en rendre compte. On va vous dire par exemple qu'un véhicule dédouané coûte en moyenne, si on prend au bas un petit véhicule là, 1,5 million, les frais de douane. S'il y a 100 véhicules, nous pouvons imaginer ce que ça peut produire oui. À l'État camerounais. D'où l'urgence de moderniser les infrastructures portuaires. D'où l'urgence. On a parlé, le ministre avait annoncé, il a annoncé récemment la 3e phase. La 3e phase du port autonome de Kribi. C'est quoi? Port en eau profonde de Kribi. Il a annoncé également le port de Limbe, demandé par le chef de l'État. Tout à fait. Comme on disait tantôt, tout cela concourt à la modernisation et pour davantage, si on pense être émergent en 2035, cela passe par le transport, cela passe par la modernisation de ces infrastructures, que ce soit à tous les niveaux, mais nous décrivons quand même. Si on modernise, par exemple, le port en eau profonde de Kribi, et que la route n'est pas le cas, ceux qui ont voyagé entre aider à Kribi ces derniers temps, s'ils peuvent s'en rendre compte. Les engins qui sont là-bas, les camions, en modernisant le port,
il faut également penser que même la route qui relie le port doit être bien aménagée pour qu'il n'y ait pas de problème. Ça ne relève pas du ministère des Transports, mais il faudrait que tout cela fonctionne en symbiose. D'accord. Merci. Médard Manga, on revient à vous. Il a évoqué un pan très important. Il y a eu une petite brouille au niveau de Minganga avec les transporteurs routiers. La plupart sont du bureau de gestion du fret terrestre, le BGFT. Le ministre des Transports, on a lu dans plusieurs journaux, a désamorcé cette bombe sur instruction du président de la République. Cela remet sur la table la question justement du dialogue. On a souvent vu le rassemblement de certains acteurs des syndicats au ministère des Transports, chaque fois qu'il y a des mouvements, soit des grèves qui sont annoncées, ou alors il y a une paralysie sur un axe routier. Je voudrais dire que cela ne relevait pas, la brouille qui est survenue ne venait pas du ministère des Transports. Oui. C'est une crise post-électorale. Oui. Et vous savez, tous les Camerounais sont tensionnés maintenant. Et même les expatriés. Donc tout le monde a les nerfs par rapport à l'environnement sociopolitique qui prévaut à l'heure actuelle au Cameroun. Et il faut dire que ça, vous savez, mes prises de position ne sont pas souvent très favorables en faveur du gouvernement. Ça, oui. Il faut que je vous le dise. Mais donc, cette affaire a été gérée de manière professionnelle, c'est-à-dire avec maestrat. Le ministre a pris des mesures conservatoires pour permettre que la situation soit réglée. Et ça a permis aux pays voisins, parce que les pays voisins ont été en difficulté économiquement, très en difficulté. Et le règlement de ce différend a donc montré la capacité de Ngalé Bébéye à s'assurer le maintien de paix entre les pays amis au Cameroun. Et surtout que leur économie dépend à 80%. Oui, n'ayons pas de littoral. Oui, je dis que n'ayons pas de littoral. Donc, quand c'est arrivé, nous avons vu comment le ministre a pris un certain nombre de mesures pour permettre que la situation redevienne au calme. Vous avez failli avoir la brouille avec le CED. Vous avez vu en quelque sorte ce qui est arrivé avec le CED par rapport à cette situation. Non, en tant que membre du gouvernement et responsable du service des transports, du secteur des transports, il a pris du recul. Il a pris du recul pour mesurer le pour et le contre et jouer les équilibres. Donc, ça a fait en sorte que cette étape est passée. On en a vu le dialogue entre les transporteurs qui condamnaient déjà les actes des chauffeurs. Parce que j'ai interviewé certains responsables des confédérations syndicales à propos. Et puis, il est ressorti que le chauffeur principal en cause a été incriminé de son mauvais comportement face aux agents de maintien de l'ordre. Donc, je voudrais dire ici, Hippolyte Nama, que au niveau du transport, nous n'avons pas de grosses plaintes. Oui. Nous n'avons pas de grands grincements dedans parce que je vous l'ai dit, moi j'ai fait le tour. Par exemple, lorsqu'on parle des infrastructures portuaires, quand en septembre j'étais au port de Kribi pour voir ce qui se fait là-bas, j'ai pu vous dire que c'est une grosse infrastructure. Ça, beaucoup a été fait par le président. On dit que beaucoup reste à faire, mais il y a quelque chose à Kribi. Il y a un port qui est à Kribi, dont on annonce la modernisation de la 3e phase. Oui. C'est gigantesque ce qui se passe avec le port. Maintenant, le port de Tiko et de Limbe, il faut que le ministre, comme il a fait des recommandations au directeur de l'autorité portuaire nationale,
Et le port de Tico, on a longtemps entendu dans les cours de géographie et autres, là, le port de Limbe. Et ça tarde à décoller. Donc je pense qu'avec sa rigueur, avec sa pugnacité, il va permettre que le directeur puisse mettre des politiques franches pour que ces deux autres ports-là et réhabiliter le port de pêche. Oui. On n'en parle pas trop. Le port de pêche est à l'abandon. Donc il faudrait que le ministre s'attarde là aussi, s'attarde là-dessus pour que la pêcherie camerounaise redore son blason. Parce que c'est ça qui fait en sorte que nous ayons beaucoup de poissons importés alors que quand Michel Zokandela était là, Camecruz, le poisson, les barbes, ce que vous appelez les barbes frais, autres frais là, ça venait de la pêcherie nationale à travers le port de pêche de Bonabéry. Donc, comme il est à l'abandon, il faudrait que le ministre, comme il a commencé un vent de réforme, il faudrait que Tico, Limbe et le port de pêche retrouvent leur notoriété pour permettre à l'économie d'être plus en forme. D'accord. Merci pour cette intervention. Je rappelle qu'il ne nous reste que quelques minutes. Donc, si vous permettez, on va donner lecture. Il faudrait que les Camerounais soient informés de ce qui sera fait en 2026 dans ce secteur, puisqu'on a pris le volet transport ce matin. Un autre jour, on prendra un autre volet. Donc, pour ce matin, on parle du secteur des transports. Dans le secteur des transports, le gouvernement concentrera donc son action sur la généralisation du système centralisé de gestion et de suivi du transport interurbain des voyageurs à l'ensemble des bus et véhicules de transport de marchandises, la réhabilitation des aéroports de Bertois, que quelqu'un a évoqué sur ce plateau, Kribi et Tico, conformément aux très hautes instructions du chef de l'État. Il s'agira également de la reconfiguration et de la rénovation du terminal passager de l'aéroport international de Douala, la mise en œuvre du plan de restructuration de la compagnie aérienne internationale Camerco, la mise en œuvre du projet de développement d'une zone industrielle intégrée au port de Kribi, on appelle cela ZIP, voilà. Il s'agira également du suivi du contrat de partenariat public-privé, PPP, relatif donc à la construction de plus de 500 km de chemin de fer reliant Mbalam au port en eau profonde de Kribi. Ça, c'est pour revenir sur le projet de Mbalam à partir du canton Kassai au Congo avec un terminal minéralier à Kribi. Nous avons la recherche des financements. Il y aura également la recherche des financements ou des partenariats pour les projets ferroviaires. Là, nous sommes dans le volet domaine ferroviaire. Les projets ferroviaires dont les études de faisabilité sont déjà achevées, notamment les lignes Edea-Kribi et Campo, 185 km, Douala Limbe Dinao, 104 km, Douala Ngaoundéré, 935 km. Il sera également en outre question de renforcer la production des services météorologiques, parce que là, c'est également, ça fait partie des domaines du ministère des Transports, parce que transport terrestre, aérien, maritime, ferroviaire et la météorologie. Nous avons donc en outre le renforcement de la production des services météorologiques et climatologiques essentiels au secteur tels que l'agriculture, l'élevage, l'énergie, la gestion des ressources en eau et la réduction des risques de catastrophes. Donc, le chantier est vaste pour ce qui est de 2026 avec beaucoup d'innovations au regard des avancées également enregistrées en 2025. Messieurs, on va vous remercier d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Ambroise Médard-Manga. Je finis en disant que comme les municipalités arrivent, comme nous à peu près avec Mangola Meli pour améliorer le cadre de vie des populations et soutenir l'émergence, l'atteinte de l'émergence pour que les municipalités, chaque population dans sa municipalité puisse jouir des fruits du sous-sol camerounais et du sol et tout ce qui va avec. Donc, on est préparé déjà pour la municipalité et tout est fin prêt pour que le jour après, lors de la convocation du corps électoral, que la campagne commence comme cela est régi par la loi et que nous disions
Avant de conclure, je voudrais quand même indiquer que le budget alloué au ministère des Transports pour cette année 2026 est de 34 milliards 359 millions de francs. Et il est chiffré comme suit: investissement 26 milliards 632 millions, fonctionnement 7 milliards 717 millions. C'est dit que le ministre a privilégié une part belle pour l'investissement. Vous parlez tout à l'heure justement de l'extension du port autonome de Douala au niveau de la Dibamba. Ça a été fait. Le projet est en cours d'exécution déjà. Et l'inauguration d'un nouveau terminal au complexe industriel portuaire de Kribi. Et cet investissement permet également justement donc d'amorcer la construction du port autonome, port en eau profonde, notamment du port en eau profonde de Tikolimbe. Ce n'est pas un port comme les autres, c'est un port en eau profonde au même titre que celui de Kribi. Pour dire que le Cameroun est véritablement tourné vers son développement pour l'atteinte de l'émergence. Et je ne peux que souhaiter bon vent au ministre dans la relation de ces missions et souhaiter justement qu'on ait des managers comme lui pour booster l'action gouvernementale. Merci à vous, messieurs, d'être passés donc sur ce plateau. On va dire bonjour également aux populations de Garoua qui connaîtront également justement la modernisation de leur port, le port fluvial.